Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans 52 minutes pour comprendre votre magazine d'enquête. En Côte d'Ivoire, plusieurs secteurs d'activité traditionnels ou qui soient liés aux nouvelles technologies font appel à l'innovation. Ce soir, nous vous proposons une immersion dans le quotidien de plusieurs inventeurs qui font preuve de créativité, d'ingéniosité, de talent et d'innovation, mais très souvent, malheureusement, qui sont confrontés aux problèmes de financement. Alors, comment se déroule le quotidien de ces inventeurs? Quels sont leurs rêves et leurs motivations? Bénéficient-ils d'aide d'État? Que fait l'État pour encourager la recherche et l'innovation? Ce soir, sur le plateau de 52 minutes pour comprendre, consacré au monde des inventeurs, nous recevrons le directeur général de l'Office ivoirien de la propriété intellectuelle. Mais avant cela, je vous invite à suivre ce reportage réalisé par les équipes de Soprod. Cosmétique, agriculture, médecine, BTP, automobile, informatique, tourisme ou encore textile. Tous les secteurs, qu'ils soient traditionnels ou liés aux nouvelles technologies, font appel à l'innovation. Facteur majeur de développement au sein des entreprises, l'invention et l'innovation sont un levier économique majeur. Alors, entre galère, espoir et success story, bienvenue dans le monde des inventeurs. Akupé, à 130 km d'Abidjan. Valeur, jeune inventeur a créé un biocarburant à base de manioc. Alice, on dit ça un peu. Alice, David. C'est comment ça va l'enzyme ici là? Ça va pas passer le dit. Mais aujourd'hui c'est lent, hein, ou bien c'est... Non, c'est normal. Comme il n'y a pas trop longtemps. D'accord. Pas pour... Ok. On est où ici? Ici, nous sommes dans notre unité de transformation, plus précisément à Coupé, où nous produisons du bioéthanol utilisé comme biocarburant dans les moteurs essence. Le bioéthanol, c'est quoi? Le bioéthanol, c'est un produit issu de matières agricoles en termes généraux. Et dans notre cas ici, cet alcool est obtenu à partir du lait d'amidon de manioc. C'est utilisé à quel usage? À usage cosmétique, à usage médical, à usage hydrocarbure aussi, dans le cas où nous sommes actuellement. Cela fait 2 ans que ce diplômé d'un double master en génie industriel et agro-industriel fait des recherches pour trouver sa potion magique, un biocarburant issu du recyclage des déchets de manioc. Il faut dire que nous allons au champ pratiquement 3 fois dans la semaine, en fonction de notre capacité de production aussi et en fonction aussi du matériel qu'on a. La capacité de production, c'est combien? La capacité de production s'élève à 40 litres, 40 à 50 litres par jour. Voilà, donc c'est en fonction de cette capacité-là que nous allons récolter 3 fois dans la semaine à raison de pratiquement 1 tonne. Grâce au manioc, Valère crée du bioéthanol, un alcool utilisé entre autres dans le carburant, dans les cosmétiques ou dans les liqueurs. Cet alcool est à base de son biocarburant. Donc ici, nous sommes dans la parcelle ici. Nous sommes dans la parcelle avec un champ de variété Yavo. Voilà, le champ est à thème. Nous pouvons passer à la récolte. Cela fait 4 ans que Valère est propriétaire de ces 2 hectares de manioc. Après 2 années de recherche et une volonté de recycler les déchets issus de cette matière première, Valère décide de valoriser le lait provenant du manioc pour en faire du biocarburant. Les gens se demandent, mais si on utilise tout le manioc, comment les gens vont manger le placali, comment les gens vont manger la tchéké? Déjà, un premier amalgame à enlever, c'est que le biocarburant n'utilise pas la matière même utilisée pour faire la tchéké, pour faire le placali. Parce que beaucoup de gens se demandent, mais est-ce qu'ils ne vont pas tout prendre, on ne va pas manger? En deuxième lieu, pour non seulement combler ce déficit-là, nous avons proposé les nouvelles techniques dont je suis en train de mentionner ici pour pouvoir booster la production. Habituellement, nous avions 4 à 5 tonnes sur l'hectare de manioc.
alors que nous pouvons passer de 5 tonnes là à 60, voire 80 tonnes, grâce à de nouvelles méthodes culturelles. Donc, on a fini de récolter. Non? Ils ont déjà parti avec les sacs là. Donc on va retourner à l'usine pour travailler. Une fois la récolte réalisée, retour à son usine pour la transformation. Faut mettre ça de l'autre côté ici. Voilà, là nous sommes en train de choses. Elle est en train d'éplucher le manioc. Nous allons passer à la broyeuse. Ensuite, dissocier le lait d'amidon à la matière sèche alimentaire. Et nous, après le recueillement de lait d'amidon, nous allons passer à l'étape du retrait de tout ce qui est sucre, tout ce qui est saccharose dans l'amidon. En français plus simple, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez séparer quoi et quoi? En français plus simple. En français plus simple, nous allons séparer ce qu'on peut manger et on va séparer ce qu'on ne peut pas manger dans le manioc. Et c'est quoi vous allez utiliser? Nous allons utiliser ce qu'on ne peut pas manger dans le manioc. Qui s'appelle? Le lait d'amidon de manioc. Voilà. Cette petite usine de transformation est composée d'un cuiseur sous vide, d'un réfractomètre, d'un distillateur et un alcomètre. De quoi transformer et produire entre 40 et 50 litres par jour de biocarburant. Tout cet équipement lui a coûté 15 millions de francs CFA financés sur fonds propres. C'est que là-bas, venez vous mettre en position pour le deuxième filtrage en même temps. Cette manière de travailler, est-ce que c'est fait à descend ou pas, mais c'est pas le manque de moyens? Oui, parce que si nous avions un essoreur plus rapide, on ne serait pas là à presser manuellement. Voilà, avec le essoreur, on gagne 3 fois, c'est-à-dire on gagne en temps, on gagne en efficacité et puis on gagne aussi en production aussi. Première étape, l'épluchage du manioc pour le passer ensuite dans une râpeuse afin d'en extraire le lait d'amidon. Pour obtenir son biocarburant, Valère y intègre de la levure traditionnelle. Une étape importante, l'un des secrets de l'équilibre de sa précieuse découverte. Actuellement, c'est à 0 g. Avec le couvercle, c'est 9,5 g. Alors qu'on a tendance à faire 9,5 plus combien? Plus 1 sur 5. Ça fait combien? 11, 15. Ce calcul est nécessaire, c'est très important dans l'obtention du biocarburant. Au millimètre près. Au millimètre près, si c'est plus, c'est moins, on n'aura plus de biocarburant. Peut-être qu'on aura autre chose, mais on n'aura plus de biocarburant. On n'aura plus le bioéthanol. Voilà pourquoi. C'est très très délicat. Après cette phase, le lait d'amidon est pesé et transvasé dans des dispositifs rudimentaires pour la fermentation. Objectif, obtenir un alcool de base. Ici, cette solution est prête. Et c'est ici maintenant. On va mettre l'alcool de base là, dans la partie de ce distillateur qu'on appelle le mou. Et c'est ce mou là qui est chauffé pour obtenir le biocarburant ici. Pour l'heure, le biocarburant de Valère est encore à l'étape expérimentale. Il reste en attente d'une autorisation de commercialisation. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans l'exercice de vos différentes activités? Bon, déjà la difficulté morale et mentale. Quand je dis morale et mentale, déjà, ce n'est pas encore perçu dans l'esprit de tout le monde de vouloir recycler non seulement le lait d'amidon, mais d'en faire une plus-value. Voilà, c'est quelque chose qu'on doit intégrer dans nos habitudes et cela va se faire par la communication non seulement institutionnelle, mais la communication aussi de proximité dont nous avons démarré aussi. Voilà, c'est un peu difficile. Concernant les problèmes liés côté technique, c'est les disponibilités de matériel adéquat pour pouvoir vite avancer. Abidjan, commune de Cocody. Depuis 4 ans, Herman, jeune inventeur, donne vie à de multiples idées. Plusieurs inventions à son actif qu'il vend sur commande. Une bouchonneuse, un torréfacteur, un casque 3D et son produit phare du moment, une machine à commande numérique qui grave et découpe tout type de matériaux. C'est ici que
On produit de belles choses. Vos inventions, c'est ici? Oui, c'est ici. Vraiment, vous-même, vous voyez. Mais on ne tient pas compte de l'endroit pour pouvoir faire sortir quelque chose de grand. Ne vous fiez pas à l'apparence pour dire que, bon, comme c'est juste un atelier, donc quelque chose de merveilleux ne peut pas sortir d'ici. Voilà. Herman est animé par les innovations depuis l'âge de 18 ans. Il observe le monde, les difficultés rencontrées par ses voisins, ses amis ou des PME et crée. Je travaille beaucoup pour les PME, c'est-à-dire les petites et moyennes entreprises qui n'ont pas les moyens, par exemple, de s'octroyer de grosses machines pour pouvoir faire de grosses productions. Assez souvent, bon, c'est juste des petites productions, mais il faut que la production suive une certaine norme. Voilà. Donc c'est pour cela que ces personnes-là viennent vers moi pour leur trouver des solutions en fait. Quel est votre produit phare? C'est la machine CNC. Ça signifie quoi? Normalement c'est en anglais, ça veut dire Computer Numeric Command. Maintenant en français c'est machine à commande numérique. Voilà. Ça permet de faire quoi? Ça permet de faire de la découpe automatique. On peut le voir? Oui. Direction, l'arrière-cour de l'atelier. Le jeune inventeur nous présente sa nouvelle création, la machine à commande numérique. Vous voyez qu'il n'y a pas de différence au niveau de la forme et puis ce que vous avez vu à l'ordinateur. Voilà, donc c'est la machine CNC qui est là. Elle permet de faire de la découpe et puis de la gravure, voilà, dans plusieurs types de matériaux. Cette machine, elle existait ou pas? Si, elle a toujours existé. Parce Qu'est-ce que que vous avez apporté de plus sur cette machine? bon, je ne dirais pas que j'ai apporté quelque chose de plus, mais je dirais que j'ai réussi à fabriquer aussi cette machine. Voilà, parce qu'en Côte d'Ivoire, on ne fabrique pas cette machine. C'est en Europe que c'est fait. Donc, aujourd'hui, l'avantage, c'est qu'il y a un Ivoirien qui a la capacité de fabriquer la machine ici, sur place. Maintenant, on va faire une démonstration de gravure dans le contreplaqué qu'on a fixé. Et puis vous allez voir. La machine à commande numérique est un appareil utilisé dans le domaine industriel. Elle coûte en moyenne plus de 11 millions de francs CFA hors taxe en Europe. Herman souhaite vendre sa découverte en Afrique entre 10 et 15 millions de francs CFA. Là, par exemple, je vais lui demander la profondeur. Parce que, en fonction de la gravure ou bien de la découpe, tu peux lui demander, par exemple, de graver à telle profondeur ou bien de découper à telle profondeur. Voilà, donc c'est ce que je fais. Là, j'ai mis -1 et j'applique. Cinq ans ont été nécessaires pour réaliser cette technologie de pointe. 2 ans pour la recherche et 3 ans pour la fabrication. Herman travaille comme maquettiste dans une université et toutes ses économies, il les passe dans ses innovations. Celui-ci lui a coûté 5 millions de francs CFA. Avant de mettre le contreplaqué, voilà, on devait mettre voilà, le contreplaqué de 5 mm. Voilà, c'est le contreplaqué de précaution. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez? Les difficultés, il y en a beaucoup. Hein. Lesquelles? Voilà, vous-même vous le savez, c'est toujours le côté financier qui est toujours la première difficulté. Voilà, là par exemple, j'ai eu par exemple l'aide des parents, des amis et même des collègues d'ici. Voilà, ce sont eux qui m'ont permis de pouvoir réaliser cette machine-là. Voilà, et même j'ai aussi pris des prêts, par exemple avec ma banque, pour pouvoir finaliser cette machine-là parce que j'y croyais en fait. Est-ce que cette machine est bien protégée? C'est pas encore breveté. Pourquoi? Parce que c'est toujours par manque de moyens. Parce que c'est pas donné à n'importe qui aussi d'aller comme ça du jour au lendemain pour dire je vais faire breveter par exemple ma marque. Juste pour la marque, on te parle de 500 000. Et puis pour le chose, comment on appelle ça même, pour le produit, ça va dépendre du produit. Pour ne pas se faire voler ses concepts,
sa marque ou encore ses inventions, il est impératif de les déclarer auprès de l'OIP, l'Office ivoirien de la propriété intellectuelle. 2 jours plus tard, nous retrouvons Herman au siège de cette institution. Il a rendez-vous avec une consultante en propriété intellectuelle. Entrez. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Asseyez-vous. Ok, merci. Allô. Ok. Comment puis-je vous aider? Moi c'est Dido. Je suis inventeur, innovateur. Et là, je suis venu pour prendre des renseignements avec vous. D'accord. Renseignements concernant? Concernant une invention. D'accord. Oui. Donc vous avez une invention. Oui. Et vous désirez la protéger. Voilà, je désire la protéger, mais je voudrais avoir des informations d'abord. D'accord. Mais concernant les inventions, le type de protection, Oui. c'est le brevet d'invention. D'accord. Et pour protéger, en tant que brevet, votre invention doit être nouvelle. Mhm. Elle doit être d'applicabilité industrielle D'accord. et avoir une activité inventive. Ok. Donc, concernant la nouveauté, il doit s'agir d'une invention qui n'est jamais existée partout dans le monde. Ok, ok. Donc, c'est la nouveauté absolue en fait qui s'applique. J'ai une préoccupation Allez-y. au niveau de ma machine. Parce que effectivement, tout à l'heure, vous avez dit que il faudrait que ça soit quelque chose de nouveau, Qui n'est jamais qui existé. n'ait jamais existé. Bon, là, par exemple, c'est une machine qui existe déjà. D'accord. C'est-à-dire, elle est fabriquée en Europe, elle est fabriquée en Chine, tout ça. Maintenant, bon, c'est une première pour la Côte d'Ivoire qu'un Ivoirien mette au point cette machine-là. Ok. Voilà, donc je voulais savoir si, parce que là je suppose que ce n'est pas possible de faire le brevet de ça. Mais néanmoins, ce que je voudrais faire, c'est plutôt protéger la marque de fabrique. Il n'y a pas de problème, on va la Est-ce que ce protéger. qu'ils demandent, c'est compliqué? Non, ce qu'ils demandent, ce n'est pas compliqué. Les titres de propriété varient et leur utilité également. Quand on est en présence de l'invention, on protège la technique, c'est-à-dire le procédé et tout. Mais quand on est en présence de la marque, c'est juste la facette en fait qu'on protège. C'est le nom en griffe sous lequel il veut vendre son produit qu'on protège. Alors que dans le brevet, c'est le produit en lui-même qu'on protège. Donc les types de protection ne sont pas les mêmes. Et c'est pour cela qu'on demande aux futurs déposants de nous dire exactement ce qu'ils veulent protéger dans ce qu'ils ont. Parce que ce n'est pas la même chose. L'OIP enregistre en moyenne 550 marques et 20 à 25 brevets chaque année. Pour l'obtention du brevet, les déposants bénéficient d'une subvention de l'État allant jusqu'à 90% de réduction des taxes sur 10 ans, ce qui réduit le coût du brevet. Ainsi, pour la première année, l'inventeur paye 22 500 pour déposer son brevet. De la deuxième à la cinquième année, celui-ci coûtera 44 000 francs CFA par an. Et de la sixième à la 10e année, c'est 75 000 francs par an. Les brevets sont protégés pendant 20 ans dans les 17 États membres de l'Office africain de la propriété intellectuelle. Mais qu'est-ce que je fournis comme dossier ou bien pour D'accord. la marque? Pour la marque, on met à votre disposition un formulaire. Un formulaire de demande d'enregistrement. C'est sûr. Et on met également à votre disposition la liste des classes. Parce que l'organisation est faite de sorte que si vous avez une machine qui intervient dans tel domaine, vous devez spécifiquement dire que votre marque va s'appliquer à tel produit. C'est le coût. La marque, c'est 450 000 francs. La marque, elle est protégée pour 10 ans. Maintenant, C'est un coût en fait qui a déjà fait l'objet d'études en fait. D'accord, ok. Mais quand vous dites que c'est protégé pour 10 ans, c'est-à-dire après 10 ans, qu'est-ce qui se passe? Après 10 ans, la marque tombe dans le domaine public. Si vous n'avez pas fait le renouvellement de la marque. D'accord. Alors, tous les 10 ans, vous devez faire ce qu'on appelle le Le renouvellement. renouvellement. Mais c'est quoi votre marque? Pour l'instant, je ne peux pas donner le nom de la marque. Pourquoi? Bon, je pense que quand je vais commencer la procédure pour protéger avec madame, je pense que
plus tard vous saurez. Il est prudent et ce n'est pas mauvais en soi en fait. Parce que là, il n'a pas encore protégé. Donc si sa marque est déjà sûre, mais une autre personne pourrait très rapidement passer par derrière pendant qu'il n'est pas encore là, soit devenir protégé ou bien commencer à l'utiliser. Et là, quand une autre personne a un droit d'usage sur une marque, ça devient compliqué en fait d'en avoir l'exclusivité. Donc sa démarche, elle est bonne. Pour le moment, Herman n'a pas les moyens de déposer sa marque. L'obtention de la protection de la marque, bon, là-bas, il y a un petit... Ça serait un peu difficile. Vous trouvez que c'est super élevé? Bon, pas que c'est super élevé, mais pour l'instant, je n'ai pas encore les moyens de ça. Donc pour vous, c'est le prix abordable ou pas? Bon, abordable, ça dépend de... Pour vous? Oui, pour moi, actuellement, c'est bon. C'est un peu compliqué pour l'instant. Je peux pas vous dire si c'est abordable ou bien si c'est des choses, mais c'est un peu compliqué, c'est un peu difficile. Voilà. D'avoir tout de suite les 450 000 pour chose. J'ai beaucoup investi dans la machine, donc c'est avec des prêts par-ci, par-là, donc du coup, ça fait que c'est un peu compliqué pour l'instant pour moi de pouvoir protéger la marque. Okay. Donc la galère continue, c'est ça, sûr et certain? Oui, la galère continue. Nous retrouvons Valère, l'inventeur du biocarburant à base de manioc. Il a rendez-vous avec son ami Georges pour tester une seconde fois son carburant sur sa voiture. Coco. Oui. Bonjour, bonjour. Petit. Oui. Ah, mais c'est un bel coup. Alors, nous sommes venus aujourd'hui pour le test du biocarburant dans ton véhicule. Ah. Voilà. Ah ouais. C'est vrai que tu m'en avais parlé. Oui. Mais j'avoue que je n'étais vraiment pas apprêté pour ça. Hein. Bon, de toutes les façons, je pense que c'est pas un souci. Voilà, ça rentre dans le cadre de la mise en œuvre de ton activité. Je pense qu'il n'y a pas de problème. D'accord. Depuis le premier test, est-ce qu'il y a eu un problème particulier sur le moteur? Pas vraiment. Pas vraiment, sauf que au départ j'avais senti une certaine lourdeur, mais apparemment c'était pas lié au bioéthanol. D'accord. C'est parce que j'avais pas fait la vidange. D'accord. Si tu me le permets, on va voir, on va aller faire le test. Le test, non, il n'y a pas de souci. Voilà. Est-ce que c'est le seul véhicule qui roule en ce moment en Côte d'Ivoire avec le biocarburant? Pour le moment, oui. Mais une précision, c'est pour les tests. Officiellement, nous n'avons pas encore commercialisé le biocarburant en Côte d'Ivoire. Donc nous sommes à la période test sur le véhicule. Et c'est M. India Georges qui s'est porté volontiers pour pouvoir effectuer ce test-là. Qu'est-ce que vous faites? Voilà, c'est pour présenter le kit éthanol. Voilà le dispositif kit éthanol qui a été positionné sur le moteur sans modification du moteur, je précise, pour pouvoir donner certaines informations. Voilà, c'est-à-dire que lorsque nous allons mettre le biocarburant dans le réservoir, nous allons constater qu'il y a augmentation du taux d'éthanol dans ce réservoir-là. Et pour mieux cerner, pour avoir le taux précis, nous avons une application eXfuel de l'un de nos partenaires finlandais qui, grâce à ce kit Bluetooth, transmet les informations sur le téléphone grâce à une application qui pourra nous donner des informations en temps réel du taux d'éthanol contenu dans le réservoir. Valère remplit le réservoir avec 2 litres de biocarburant. Et même s'il contient encore de l'essence, cela n'endommagerait en rien le moteur du véhicule. 49% au niveau de la température du moteur et 17% au niveau du bioéthanol. Voilà, ça veut dire que tout fonctionne à merveille. Quel est l'avantage lié à l'utilisation du biocarburant? L'avantage est d'abord au niveau du coût et ensuite au niveau de l'environnement, parce que ce projet-là rentre dans le cadre de l'écoactivité.
Et qui parle de coactivité parle d'environnement, réduction du CO2, aussi de la pollution. Donc quand on parle de tous ces éléments-là, il y a aussi le volet santé. Voilà, donc je pense qu'une fois qu'au niveau de la poche, vous arrivez à faire des économies sur le déplacement et que vous êtes en bonne santé, je crois que vous avez tout gagné. On a du mal déjà à payer le carburant à la pompe, 615 francs. Si vous avez la possibilité de payer un carburant à moins de coût et que la consommation vous arrange, je pense que vaut mieux s'engager là-dedans. Valère compte commercialiser son biocarburant à 500 francs CFA le litre, soit 115 francs CFA de moins que le prix de l'essence actuel. C'est quoi votre plus grand rêve? Mon plus grand rêve, c'est que la Côte d'Ivoire soit la première nation productrice de bioéthanol en Afrique et aussi obtenir la première station de bioéthanol à la pompe en Afrique de l'Ouest et en Afrique, pour le bien de la population, pour l'augmentation du PIB national, pour la réduction de certaines maladies pulmo-vasculaires, pour l'amélioration du coût de la vie avec la réduction du prix du biocarburant à la pompe. Nous avons véritablement besoin du soutien de l'État pour pouvoir appuyer ce projet, pour pouvoir étendre tout ce biocarburant sur l'étendue du territoire national. Pour l'heure, vous n'êtes pas appuyé par l'État, mais vous n'êtes pas suffisamment appuyé par l'État? Pour l'heure, nous ne sommes pas encore appuyés par l'État. Nous n'avons pas encore d'autorisation pour pouvoir écouler ce biocarburant-là pour le bonheur des Ivoiriens. Moins cher, moins polluant, un carburant réalisé à base des résidus de matières premières issues de vivriers et brevetés. Valère attendrait depuis 1 an et demi une autorisation de conformité pour commercialiser son carburant en Côte d'Ivoire. En attendant, il serait approché par une multinationale et un pays d'Amérique du Sud. Il souhaiterait tester et racheter son brevet, mais Valère est prudent. Il est le seul à détenir la formule de sa potion magique, une formule qui pourrait lui rapporter gros. Nous retrouvons Herman dans sa quête de solutions pour la production en masse de sa machine, au siège de la Fédération des inventeurs et innovateurs de Côte d'Ivoire, une fêtière dirigée par Pierre Djibril Koulbani depuis 5 ans. Cher ami, nous sommes là, on va donc t'écouter. Quel est le problème? Il y a la machine que j'ai mise au point qui a été l'attraction au niveau du salon. Mais si on se limite uniquement à produire un prototype et puis en rester là, mais c'est sûr qu'on ne pourra pas se projeter dans l'avenir. Donc c'est pour cela que, Monsieur le Président, on vient toujours vers vous pour pleurer, pour que vous portez notre voix auprès de l'État de Côte d'Ivoire. Nous sommes très fiers de ce que tu as fait et tu as vu les Ivoiriens qui sont venus voir la machine sont vraiment fiers qu'un Ivoirien, un jeune Ivoirien, ait réalisé une telle machine. Quelle est la nature de cette réunion? Nous avons convoqué cette réunion spécialement pour traiter le sujet concernant donc non seulement le camarade Djido Herman, mais également d'autres camarades qui sont sortis du salon Innova avec beaucoup d'espoir et beaucoup de promesses. Et nous ne voulons pas laisser passer trop le temps. Donc on veut les recevoir, commencer à les recevoir pour parler comment faire pour que ce que les gens ont vu au salon, qu'ils puissent retrouver ça bientôt sur le marché. Le Salon international Abidjan Innova est une foire d'invention pour promouvoir les créations Made in Côte d'Ivoire. Malgré ce salon annuel, les inventeurs et innovateurs souffrent toujours du manque de visibilité. Ce que nous réclamons aujourd'hui, je pense bien, c'est d'avoir au moins les yeux de l'État sur l'invention. Quand on dit les yeux de l'État, aujourd'hui, il y a Mme Félouille qui a fait de la visibilité. Mais on ne va pas s'arrêter à ce niveau-là. On ne va pas s'arrêter à ce niveau-là parce qu'il y a un moment donné où c'est l'État qui doit se donner les moyens pour faire évoluer, comment on appelle ça, l'inventaire. Regardez M. Djido, il est obligé
de prendre des congés quelque part peut-être à l'université, il a un petit salaire. Donc il est obligé de demander des permissions pour aller faire un peu, et puis revenir, on va l'appeler. Tout ça c'est des tralala. Il suffit une seule chose, demander à l'État de prendre ses dispositions parce qu'aujourd'hui, ce qui marche dans le marché, c'est le savoir. Et les inventeurs qui sont ici ont le savoir. Tout à l'heure, vous avez dit que l'État ne vous accompagne pas. Même dans l'obtention des différents brevets, comment ça se passe? Alors, en Côte d'Ivoire, nous avons l'avantage d'être soutenus pour l'obtention des brevets. Une fois que le brevet vous a été remis, vous avez votre brevet, l'État ne fait plus rien en Côte d'Ivoire. Nous voulons que cela change. Nous pensons que c'est assez important pour qu'un ministère se consacre à cela. C'est pour cela que nous avons demandé qu'il y ait un ministère. Nous ne le demandons pas pour que nous-mêmes nous soyons ministres, mais pour qu'on sache à qui s'adresser et qui va parler pour nous en Conseil des ministres. Donc c'est très important. La Côte d'Ivoire ne sait pas ce qu'elle rate en négligeant, entre guillemets, en négligeant cette phase-là de l'invention. Nous sommes en train de nous organiser pour lancer Aginov, l'agent de gestion de l'invention et de l'innovation. Ça va être vraiment le lieu où on va s'occuper de travailler avec chaque inventeur pour réaliser son projet. Donc on est à 8 milliards de prévisions d'investissement pour un chiffre d'affaires annuel de 15 milliards. Est-ce qu'on pourrait appeler ça la banque des inventeurs? Non, c'est une agence qui va aider l'inventeur non seulement à trouver les financements, mais à trouver également les compétences nécessaires et à bénéficier des ressources qui sont déjà en place à partir des autres inventions qui auront été mises en place. Après 2 heures d'échange, la réunion prend fin. Est-ce que vous avez eu des éléments de réponse à votre préoccupation? Oui, on a écouté le président et en tout cas il a donné beaucoup de choses, d'espoir à travers Aginov par exemple, qui est l'agence de gestion de l'innovation. Voilà, donc je pense qu'à travers Aginov, on pourra se projeter dans l'avenir. Pour vous, c'est la fin de la galère? Bon, dire que c'est la fin de la galère, c'est juste, actuellement c'est des paroles. On attend juste la concrétisation même de la chose. Parce que Aginov, c'est un projet qui est en cours depuis longtemps. Donc je pense que tel que le président en a parlé, je pense que les choses sont en mouvement à ce niveau-là. Donc on garde quand même l'espoir. Herman quitte la réunion sur une petite note d'espoir. Mais pour l'heure, comme beaucoup d'inventeurs et innovateurs dans le monde, il doit prendre son mal en patience. Si la majorité des inventeurs peinent à sortir la tête de l'eau, quelques-uns semblent réussir à se faire une place au soleil. C'est le cas du Dr You, enseignant-chercheur. Il a créé un antiseptique à base de clous de girofle et de vitamine C. Eric, bon, tu vas aller... Tu as ton cache-nez, ok, donc c'est bon. Donc, voilà le bon de livraison là. Tout à l'heure, bon, j'ai l'habitude d'aller avec vous, hein. Donc je vais faire l'effort. Aujourd'hui, on va aller voir ce qu'il en est. Bon. Franck, débarrasser, commencez. Oui, vous mettez dans notre camionnette là. C'est quoi le programme d'aujourd'hui? Bon, on va livrer un grossiste là, DPCI, je précise. On va les livrer, ils sont, je crois, derrière, à Trècheville là. C'est à Trècheville, hein? Oui, ils sont à Trècheville là, en zone portuaire là. On va les livrer ce matin. Seule une quinzaine d'inventeurs en 2021 vivraient de leur découverte. D'accord, il faut faire vite. Il est l'heure, hein? Vous êtes en retard. Tu sais ça, non? Oui, oui. Vos médicaments, ça soigne quoi? Tout ce qui est problème de peau, les dermatoses, les érythèmes fessiers des bébés, la gale,
et puis les petites infections gynécologiques. Après 14 ans de recherche, il réussit à commercialiser son antiseptique vendu en pharmacie. Pourquoi vous avez choisi cette voie? Bon, avant j'étais enseignant, hein. C'est bien la recherche, mais la difficulté, c'est que les recherches restent dans les tiroirs. C'est ce qui m'a un peu démotivé dans l'enseignement. Donc j'ai jugé bon mettre mes recherches en application. J'ai inventé depuis 1997 quand même. Puis j'ai commencé à mettre ça en valeur réellement en 2012. Combien de livraisons vous effectuez par jour ou par semaine? Non, pas par jour. On le fait chaque 3 semaines, chaque mois, ça dépend. C'est le marché qui détermine. Votre plus grosse livraison dans la semaine, ça se lève à combien? En montant ou en produit? En produit d'abord. Non, bon, en quantité, on fait environ 200 à 300 cartons. Ça Par change. semaine? Non, pas par semaine, dans le mois. Et en montant ça, Oh, 10 à 13 millions. Je peux descendre parce qu'on va aller livrer. Hein. Allez-y. On a l'échelle d'argent. Dr You réalise un chiffre d'affaires qui varie entre 80 et 100 millions de francs CFA par an. Direction son laboratoire. Vite, vite, montez, 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 montez. On va gagner en temps. Vous savez qu'on a des commandes en cours. Hein. Cet appareil sert à quoi? Oh, c'est un mélangeur. Un mélangeur à vitesse variable. Il faut brancher. Cet après-midi, il doit produire 11 000 flacons d'antiseptique. Il faut donc se dépêcher. Il faut mélanger. C'est l'objet de mon invention. Hein. Il mélange tout doucement, tout doucement. Il faut mélanger, il faut mélanger, il faut pas avoir. Il faut ajouter le sel. On va laisser, on va finir le dosage. Voilà, il faut mélanger. C'est pour fabriquer quoi? Ça, c'est pour fabriquer l'antiseptique. C'est fait à partir de quoi? C'est un agent moussant, de l'eau, du sel et puis des adjuvants, plus un principe actif. Le principe actif, c'est quoi? Oh, il y a le clou de girofle qui est macéré à un certain moment, à une certaine température, avec un dosage bien précis. Est-ce que vous êtes le premier inventeur à mettre en place un produit à base de... Clou de girofle? Oui, oui, oui. Ah, j'ai un brevet pour ça. Clou de girofle associé à la vitamine C. Je suis le seul à avoir stabilisé ça. Au monde? Oui. Sinon, un brevet, lorsque quelqu'un a inventé quelque part, on dit non, ça existe déjà. Quelle innovation vous apportez? Oui. J'ai réussi à stabiliser, sinon le clou de girofle existe. On connaît le clou de girofle. Je n'ai pas inventé le clou de girofle. Ce que j'ai inventé, c'est de stabiliser le clou de girofle et la vitamine C. Il faut laisser reposer. Le Dr You vérifie chaque étape. Cet antiseptique, c'est son bébé. Alors, il est particulièrement attentif. Après 12 ans, on regarde, ok, c'est prêt. On tire, on met cela, vous voyez. On a mis le tuyau à l'intérieur pour pas que la main touche, vous voyez. Le tuyau qui aspire le produit, qui rentre. Et puis voilà, il sort. Maintenant, tu peux commencer. Puis voilà, il conditionne tout doucement. On a mis, il y a déjà... Ça fait les 250 millilitres. Donc par bac, ça fait 480 flacons. Exactement. Chaque flacon de 250 ml est vendu à 1000 francs CFA à plusieurs distributeurs pharmaceutiques en Côte d'Ivoire. Cet antiseptique est revendu en pharmacie au prix de 1760 francs CFA. Ça a été facile pour vous de vous lancer dans le monde de l'invention? Bon,
facile, c'est trop dit. C'est-à-dire que c'est facile d'inventer, mais c'est surtout la mise en œuvre qui a été pénible pour moi. Hein. Je vous ai dit, j'ai souffert pendant 14 ans, hein. C'est pas facile. C'est surtout le prix du patronat qui a fait le déclic. Hein. Le prix du patronat 2014. Quand j'ai eu le prix du patronat, 10 millions. Et puis après, j'ai eu des partenaires européens. Ils sont venus à la rescousse avec un peu d'argent, une trentaine, 40 millions. Ça fait que ça a changé. J'ai pu m'installer parce qu'avant, ce n'était pas facile. L'innovation est un long processus qui laisse peu de place à l'improvisation. Idées, projets, financement, prototypage, test marché, fabrication, lancement. Une invention ne suffit pas. Sur 100 idées, une seule deviendrait une innovation, un succès. Mesdames, Messieurs, comme je vous l'ai indiqué dans mon introduction, je me trouve ce soir au siège de l'Office ivoirien de la propriété intellectuelle, l'OIPI, et à mes côtés, son directeur général, M. Ekra-Jacques Roger-Claude. Bonsoir, Monsieur le directeur général. Bonsoir, madame. Merci de nous recevoir chez vous. Je vous en prie. Alors, Monsieur le directeur général, l'OIPI est un établissement public qui a été créé en 2005. Quelles sont les tâches ou les responsabilités qui vous sont assignées? Alors, comme son nom l'indique, l'OIPI est chargé donc de la propriété intellectuelle. Oui. Nous sommes donc en charge de la gestion pour le compte de l'État de Côte d'Ivoire de cet aspect de son activité générale industrielle. Alors, que faut-il entendre par propriété intellectuelle? Alors, par propriété intellectuelle, il faut entendre deux choses. Oui. La propriété littéraire et artistique et la propriété industrielle. Alors, la propriété littéraire et artistique est plutôt consacrée, comme on dit, au monde culturel de manière générale. D'accord. Et la propriété industrielle, comme son nom l'indique aussi, est chargée et plutôt s'occupe du côté industriel et commercial de l'activité du pays. Alors, dans le cas justement de la propriété intellectuelle dans le monde de l'industrie, alors on fabrique, il y a quelqu'un qui a fabriqué, on va dire, un ventilateur, mais qui est aussi fait office de climatiseur. Mettons, que doit-il faire? Là, dans ce cas, nous sommes bien dans le cas de la propriété industrielle, Oui. c'est-à-dire la propriété qui va encadrer la fabrication de quelque chose. Et donc, dans l'exemple que vous avez cité, ça ressemble à ce qu'on appelle un brevet. Oui. Brevet d'invention. Voilà pourquoi, en général, quand on parle d'innovation, on parle à brevet. Et donc, cette personne doit se rapprocher de nous pour qu'ensemble, on voit comment il peut le protéger. Il y a toute une procédure. L'élément essentiel qu'on va lui demander, c'est, j'allais dire, ce qu'on appelle l'exposé de son œuvre. Oui. C'est une espèce de thèse, j'aime bien employer ce mot parce que ça correspond à ça, où il va expliquer les tenants et aboutissants de son invention, de telle sorte que nous, on puisse dire, vous êtes protégé de telle façon, dans tel domaine, etc. etc. D'accord. Alors, Monsieur le directeur général, en quoi la propriété intellectuelle est-elle un plus ou une source de développement économique pour un pays? Alors, j'allais dire que la propriété intellectuelle, c'est le socle du développement. Hein. Comme on dit, développement, c'est le passage d'un stade à un autre. Comment vous passez de ce stade à un autre? Qu'est-ce que vous avez fait? Oui. Et c'est ce que vous avez fait et ce que vous avez pensé pour le faire qui est la propriété intellectuelle. Vous avez, comme on dit, pensé le développement. Oui. Et donc, c'est là que ça se protège. Regardez tous les pays qu'on dit émergents ou déjà avancés, ils sont tous basés sur la propriété intellectuelle. Vous avez l'impression qu'il n'y a pas d'organisation, de structuration autour de ce monde des inventeurs, pas de perspective? Peut-être qu'il n'y a pas véritablement de structuration. Ils existent, ils ont leur association, la FEDENSI, qui est là pour les encadrer. Nous logeons la FEDENSI, nous hébergeons la FEDENSI, et donc nous contribuons à leur encadrement. Il faut qu'ils viennent nous voir. Hein. Chaque fois que vous avez une idée, quelle que soit l'idée, rapprochez-vous de l'Office ivoirien de la propriété intellectuelle. On pourra vous aider d'une manière ou d'une autre. Pourquoi ne pas aller aussi vers eux pour les sensibiliser, les encourager à faire ce pas vers vous? Parce que c'est une forme de complémentarité. Nous le faisons. Nous faisons le tour de la Côte d'Ivoire, hein, autour de la propriété intellectuelle. Nous en adressons généralement aux conseils généraux. D'accord. Voilà. Et nous allons leur expliquer, parce qu'il existe aussi ce qu'on appelle la propriété intellectuelle du monde rural, qu'on appelle souvent indication géographique, où on va montrer que les productions locales peuvent être protégées
par la propriété intellectuelle. C'est ainsi qu'on est en cours de la protection, vous suivez un peu, de la Tchéquée. Oui. Nous avons d'autres produits en cours de protection. Là, je rebondis sur ce que vous dites. Il y a eu, il y a quelques mois, des discussions autour de ces labels, brevets, à qui appartient donc le nom Attiéké. Bon, alors, où nous en sommes aujourd'hui? Le nom Attiéké appartient à la Côte d'Ivoire. Oui. L'OIPI, puisque c'est dans cette attribution, a contribué à la protection du nom Attiéké au titre de la Côte d'Ivoire. Ça, c'en est un. Pas de débat. Il n'y a pas de débat là-dessus. Ça, il n'y a pas de débat dessus. En tant que ce qu'on appelle marque collective. Donc, marque collective, donc ça appartient à toute la Côte d'Ivoire. Très bien. Maintenant, nous sommes en cours de la protection de l'Attiéké sous forme d'indication géographique, donc de produits locaux, dans un autre cadre. Et là, on appelle Attiéké des lagunes, parce que c'est limité géographiquement. Oui. Voilà. Monsieur Ekra, la Côte d'Ivoire dispose à ce jour à peu près de 250 brevets. Mais est-ce qu'on peut compter la Côte d'Ivoire comme pays d'innovation? Tout est relatif. Dans le cadre de l'OAPI, effectivement, nous sommes, on peut dire, les leaders. Ouais. Mais bien sûr, si on se compare à d'autres pays, effectivement, toute proportion gardée, on n'est pas les premiers. Ça, on peut le dire. Justement, je vous parle par exemple de l'Afrique du Sud qui a 251 brevets en 2020. Sauf erreur de ma part, nous avons quelques chiffres. En Côte d'Ivoire, c'est 2020 entre 20 et 25 brevets. Oui. N'est-ce pas insuffisant? Oui, c'est insuffisant. Mais c'est proportionnel, j'allais dire, à l'activité que nous avons. Il faut savoir que ça, c'est uniquement les brevets. Et comme je dis, les brevets, c'est quelque chose de particulier. On ne fait pas un brevet comme ça. Ça demande un certain nombre d'études, un certain cadre. Oui. Et donc, c'est assez coûteux de faire le brevet, il faut reconnaître. Et donc, nous, actuellement, nous nous retournons vers les universités. Nous encourageons les universités à utiliser les chercheurs comme source de brevets. Et nous avons un programme là-dessus qui est financé par l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle et l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle pour mettre à la disposition des universités les éléments de savoir pour qu'ils arrivent à un brevet. Nous avons fait le tour de la plupart des universités. Nous avons installé dans les universités ce qu'on appelle des CATI, des CATI, des centres d'accès à la technologie et à l'innovation, qui sont des bibliothèques ouvertes. Parce qu'il faut savoir que le brevet, comme je dis, c'est une thèse. Donc tout le monde doit pouvoir lire votre brevet. Bien sûr, personne n'a le droit de l'utiliser. C'est comme un livre, tout le monde doit pouvoir lire. Et donc en lisant un brevet, vous pouvez savoir qu'est-ce qui n'est pas fait, qu'est-ce qui reste à faire. Donc justement, c'est là qu'intervient l'innovation. Et donc, c'est aussi pour éviter d'inventer ce que quelqu'un a déjà inventé. Pour revenir à la Côte d'Ivoire, donc le 29 janvier 2020, lors du lancement du marché de l'innovation et de la recherche à Abidjan, alors il a été relevé que l'indice mondial de l'innovation classe la Côte d'Ivoire à la 103e place sur 129 pays. Est-ce que c'est quand même peu reluisant? Alors qu'est-ce qu'il faut faire justement pour booster cette innovation et faire en sorte que la Côte d'Ivoire occupe une place qui soit à la hauteur, je dirais, de l'ambition de la Côte d'Ivoire? Si vous me demandez ce qu'il faut faire, je vais vous dire de façon égoïste, il faut que la Côte d'Ivoire consacre tout son budget, tout son PNB à l'innovation. C'est impossible. Ça, c'est impossible. Je dis ça pour rire. Mais c'est vrai que la Côte d'Ivoire fait beaucoup pour l'innovation. Comme je viens de vous le dire, nos universités sont occupées. Il y a beaucoup de recherches dans le cadre de l'université. Bon, ce qui gêne un peu dans l'université, je suis universitaire aussi, c'est qu'on a tendance à faire la recherche et l'innovation uniquement pour sa promotion. Il faut plutôt encadrer ça et montrer aux chercheurs que dans son innovation, il peut y avoir, pour ne pas se cacher, de l'argent. Et comme ça coûte, c'est un investissement, peut-être permettre à l'université de participer à l'investissement. Il y a des contrats qui se font entre l'université et les universitaires pour le développement de certaines inventions. Est-ce que ça profite réellement à l'essor économique de la Côte d'Ivoire? Bien sûr, puisque vous voyez, il y a des usines, etc., qui sont en Côte d'Ivoire, où on fabrique des produits made in Côte d'Ivoire à partir de brevets faits en Côte d'Ivoire. Bien sûr, mais il faut multiplier, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas, mais il faut tenir compte aussi, comme je dis, du marché. Le marché ivoirien lui-même, nous n'avons que 20 millions d'habitants. Nous n'allons pas nous comparer à la Chine ou même à l'Afrique du Sud que vous avez cité, ou même au Nigeria, qui ont une centaine de millions d'habitants. C'est 200 millions d'habitants, je veux dire. Au-delà du nombre d'habitants, les anglophones paraissent plus dynamiques et peut-être qu'il y a un financement ou un appui qui est différent des pays francophones.
peut-être je ne connais pas le système de financement de l'innovation de ces pays, mais nous avons mis en place un système de financement de l'innovation qui vient, le fonds STIC, qui va se développer, qui petit à petit va s'adresser à tout le monde, qui va prendre ses marques et puis qui va nous permettre d'avancer. C'est le processus d'accès à l'innovation qui peut-être qu'il faut booster. Est-ce que ce n'est pas plutôt une volonté politique non, ou une décision? Non, la volonté politique, elle existe. Mais derrière la volonté politique, il faut la puissance financière, pour parler en termes de SEM. Oui. Et il faut reconnaître qu'effectivement, la Côte d'Ivoire a beaucoup à faire. Donc, il y a beaucoup de domaines. À travers l'OAPI, nous avons certaines sources de financement qui nous aident à faire. Mais il y a un fonds qui est en train de se mettre en place, des fonds à leur disposition pour les aider, ne serait-ce que pour garantir certains prêts qu'ils vont faire, etc., etc. Mais l'État ne peut pas lui-même directement mettre de l'argent dans une invention. Ça va être ce qu'on appelle la concurrence déloyale. D'accord, donc si on comprend bien pour les téléspectateurs, il y a sans doute des inventeurs qui nous regardent ce soir. Il y a comme une organisation, une structuration qui est en cours pour permettre justement à l'OIPI d'accompagner à travers un fonds. Non, pas l'OIPI, à l'État de Côte d'Ivoire. Via l'OIPI, c'est-à-dire que nous allons voir comment des dossiers déposés à l'OIPI peuvent être éligibles au fonds, etc., etc. Donc nous sommes en pourparlers avec le fonds pour savoir comment on peut atteindre certaines inventions. En cas de vol d'un brevet ou d'un label, on va dire, comment ça se passe? Alors, nous ne pouvons pas être juge et partie, et donc nous tombons dans le domaine de ce qu'on appelle la contrefaçon, qui est l'atteinte à un droit de propriété intellectuelle. Alors, l'État de Côte d'Ivoire a mis en place une structure spécialisée dans la matière, c'est le CNLC, le Comité national de lutte contre la contrefaçon, qui travaille en synergie avec l'OIPI, parce qu'il n'y a pas de contrefaçon s'il n'y a pas d'atteinte à un droit de propriété intellectuelle. Et donc, le droit de propriété intellectuelle est en amont de la contrefaçon. Et donc, dès lors que quelqu'un se plaint de contrefaçon, la première réaction du CNLC, c'est de s'adresser à l'OIPI pour savoir est-ce que la personne a vraiment protégé le droit qu'il revendique. Dernière question, Monsieur le Directeur Général, que vous inspire cette phrase ? L'Afrique a le potentiel de croître et de créer des emplois si elle investit dans des innovations. Cette phrase résume tout notre entretien de ce jour. Il faut investir dans l'innovation. Les États le font, avec leurs moyens, bien sûr, mais ils le font. Je ne crois pas qu'on puisse dire qu'aucun État n'investit pas dans l'innovation. Nous le faisons. Ce qu'il faudrait peut-être faire, c'est peut-être développer, insister et de voir tous les aspects possibles de l'innovation. Comme je l'ai dit, il y a des structures qui sont là pour ça. Il y a des fonds en Côte d'Ivoire, il y a des fonds à l'international où on peut effectivement trouver de l'aide à l'innovation. Mais j'encourage tous ceux qui ont des idées, quelles qu'elles soient, qui pensent que cette idée peut être protégée par la propriété intellectuelle, encore une fois, de se rapprocher de l'OIPI qui a à son service. Nous avons l'avantage d'être gratuits. Oui, ça c'est important de le savoir. Nous avons l'avantage d'être gratuits. Les conseils que nous donnons sont gratuits. Il existe bien sûr des professionnels en la matière, mais nous ne la faisons pas concurrence déloyale, non. Alors l'innovation, vous dites que l'innovation, on la retrouve dans tous les domaines, les secteurs, éducation nationale, santé... Partout. Le monde rural, j'en ai parlé tout à l'heure. Donc l'innovation, c'est tout ce qui amène à partir d'un point, arriver à un autre, grâce à l'intellect. Impossible d'être un pays émergent sans innovation. Impossible. C'est sur ces mots que nous terminons cette émission. Merci Monsieur Ekra de nous avoir reçus. Je vous en prie. Alors je rappelle que vous êtes le directeur général de l'Office ivoirien de la propriété intellectuelle OIPI. C'est bien cela? C'est bien ça. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir suivi ce numéro de 52 minutes pour comprendre consacré au monde des inventeurs en Côte d'Ivoire. Entre déception, fausses promesses, espoir et réussite, il faut de la patience et de la détermination pour tous ces inventeurs qui aspirent à vivre de leur art, de leur créativité et de leur innovation. Ceci dit, un meilleur accompagnement de ce secteur, des secteurs de l'invention et de la recherche, pourrait permettre également à la Côte d'Ivoire d'atteindre son essor économique. Pour revoir l'émission de ce soir, rendez-vous sur la chaîne YouTube de la RTI, son site internet www.rti.ci ou la page Facebook de 52 minutes pour comprendre. Nous nous retrouvons dans 15 jours pour un autre numéro de 52 minutes pour comprendre votre magazine d'enquête. En attendant, restez sur RTI 1 pour la suite de ces programmes, mais n'oubliez pas,
continuez à respecter les gestes barrières car le coronavirus, la Covid-19, circule toujours dans notre pays. Bonne soirée à tous.